Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre 2022. C'est une journée finalement qui est à la suite de la journée de hier, naturellement. Mais hier, c'était important parce que M. Powell, le patron de la Réserve fédérale, a augmenté les taux d'intérêt de 0,50. Donc, c'était prévu parce que l'inflation semble commencer à baisser. Mais il a dit quelque chose de troublant. Il a dit que l'an prochain, par contre, il va commencer à augmenter les taux d'intérêt encore d'une façon agressive. Donc, la conclusion, on ne comprend pas pourquoi il dit que cette année, pour Noël, finalement, il donne quoi? Un escompte de 0,25 par rapport aux habitudes précédentes, parce qu'avant, ils augmentaient de 0,75. Cette fois, 0,50, c'est un bon signe. En réalité, c'est pour dire après, ben écoutez, mais attendez, là, faites votre Noël, parce qu'après, vous allez voir les taux d'intérêt encore à la hausse. Conclusion, le marché boursier, aujourd'hui, paf, il a fait toute une chute. Une fois dit tout ça, est-ce que c'est inquiétant? Je dois vous dire, si vous regardez le prix d'aujourd'hui, par exemple, de l'indice S&P 500, qui est l'indice de base, finalement, pour juger de l'Amérique du Nord, donc le prix d'aujourd'hui n'est pas différent du prix que c'était au mois de mai. Donc le marché a fait beaucoup de yo-yo, si vous voulez, mais finalement, au bout de la ligne, il n'y a pas un empirement de la situation par rapport à la chute que le marché a fait dans la première partie de l'année. Une fois dit tout ça, sur quoi on dédie aujourd'hui la capsule? C'est que dans les journaux américains surtout, on parle beaucoup de FTX. Donc le FTX est ici, voyez-vous, c'est une bourse de crypto dont le siège était aux Bahamas et puis qui a fait faillite. Elle a fait faillite, vraiment, c'était milliardaire. Finalement, il y a plusieurs milliards de dollars qui sont passés par là, mais d'un coup, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. C'est quoi cette affaire de FTX? C'est que finalement, les gens mettaient beaucoup d'argent dans ce FTX parce que les gens y croyaient. Et c'est ça le problème, c'est que les gens sont crédules. C'est marqué en haut, voyez-vous, ils sont avides, ils sont crédules et ils sont narcissistes. C'est-à-dire, c'est un manque d'objectivité et d'analyse, de prise de conscience des risques et tout ça. Donc, dans cette situation-là, ben, les gens ont mis beaucoup d'argent. Est-ce que c'était juste monsieur et madame tout le monde, ignorant et tout ça? Non, non. Des grosses institutions. Imaginez l'institution de l'Ontario qui s'appelle la Teacher Association, qui est un géant, un peu comme la Caisse de dépôt chez nous au Québec, ou encore plus que la Caisse de dépôt. Et finalement, ils ont mis 95 millions là-dedans. Et notez, quand on met tellement de millions, j'imagine qu'on devrait regarder si vraiment la compagnie fonctionne. C'est là où on met cet argent-là. Et en réalité, ils n'ont rien vérifié. Tout était basé sur la crédulité, encore une fois. Parce qu'elle a dit que c'est bon, donc moi aussi, je trouve que c'est bon. Je rentre là-dedans, puis je le dis à un autre, ah oui, c'est bon. Je dis à un troisième. Et donc, c'est une chaîne. C'est une infection, voyez-vous. C'est pour ça que j'ai mis le titre infection. Et chacun infecte l'autre sans avoir de logique, finalement, du pourquoi on fait ça. Notez, dans le cas de l'Ontario Teacher Association, parce que ce sont des professionnels, ces gens-là, payés par les contribuables et tout ça, imaginez, donc c'est haut de gamme et tout ça, fourmé et tout ça, ils ont mis 75 millions tout de suite, juste un petit chèque de 75 millions. Après quoi, convaincus que tout était bon, ils en ont ajouté encore 20 millions quelques mois plus tard. Donc 95 millions. Est-ce qu'ils vont récupérer cet argent-là après, finalement, l'histoire de la faillite et le syndic qui est là, présent dedans, américain? On ne sait pas. On doute parce que, apparemment, l'argent de FTX, c'était de l'argent qui finissait, au lieu de rester dans la bourse, comme les gens pensaient, le patron de cette bourse, un jeune homme de 30 ans, en petite culotte, vous savez, parce que lui, il ne se mettait même pas des pantalons longs. Il s'habillait comme si c'était, j'imagine, un enfant de 12 ans. Et puis, finalement, il passait cet argent, il le passait à une compagnie qu'il possédait aussi, et dont l'administratrice était sa copine, donc avec une relation amoureuse, et puis tout ça, ça apparemment disent les journaux. Et cette demoiselle, qui avait 28 ans elle aussi, comme l'autre en avait 30, et finalement, on ne sait pas cet argent où est allé. Il faisait une sorte de hedge fund, c'est-à-dire, ils investissaient avec l'idée de vouloir multiplier finalement l'investissement, mais finalement, ça se traduisait par des pertes. Donc, finalement, l'argent, où est-il? On ne sait pas. Il n'est plus là. Et ça, c'est le FTX. Là, vous dites, bon, mais c'est un cas exceptionnel. Est-ce que ça détruit, par exemple, le concept de la cryptocurrency?
pas vraiment. Le crypto est né parce que ça semble correspondre à un besoin. Mais naturellement, ça prend des règlements. Tandis que la bourse FTX n'avait aucun règlement. Ils n'ont même pas la liste de ceux qui ont donné l'argent et combien ils ont donné et à quelle date. Il n'y a rien de tout ça. Et les gens, l'argent rentrait, puis il sortait, allait à l'autre compagnie. Sauf une partie qui finissait dans des appartements de luxe aux Bahamas et puis tout ça. Est-ce que les parents, notez bien, parce que ce jeune homme-là, qui aujourd'hui a 30 ans, était l'enfant de 2 profs d'université, imaginez, qui enseignaient la loi dans une université haut de gamme aux États-Unis. Donc, pour les parents aussi, comment dire, c'est un coup tout ça, naturellement, mais est-ce qu'ils sont un peu coupables de tout ça? Et ils n'ont pas élevé leur enfant d'une façon correcte, moi j'ai l'impression, parce que pas de principe, c'est une criminalité moderne, finalement, que ce jeune homme a montré. Et la demoiselle, apparemment, oui, on verra aussi la demoiselle, comment ça ira avec les tribunaux et tout ça. La question est-ce que FTX est unique? Est un fait qui regarde les cryptos? Pas vraiment nécessairement, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est crypto que ça doit être mauvais, pas du tout. C'est simplement les gens qui utilisent un système et utilisent aussi un vocabulaire que les gens ne comprennent pas. C'est difficile de comprendre le crypto, c'est quoi, je sais pas, un contrat intelligent, c'est quoi, offert comment est-ce que ça s'appelait? Ben, je m'en souviens plus les termes, mais finalement, c'est un système compliqué, et donc, vu qu'on pense qu'eux, ils sont des génies, ben, on leur donne l'argent. Ça me rappelle, si vous permettez, en 1995, est sautée une banque anglaise qui s'appelait Barings. Et la banque Barings, on disait, il y avait même un compte de la reine Élisabeth, un compte de banque. Et ça a sauté, pourquoi? Parce qu'un jeune homme, finalement, qui était à Singapour, il jouait les marchés d'une façon que ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup d'argent de gagner, mais en réalité, ce n'était pas vrai du tout. Mais les patrons ne savaient pas comment c'était les produits dérivés que le jeune homme faisait, donc ils lui faisaient confiance. Finalement, la banque a perdu 2 milliards et l'a fermée. À présent, est-ce que récemment, on a quelque chose qui ressemble à tout ça encore? Oui, vous avez eu, en 2001, vous avez eu Enron. Ben, Enron, c'était un géant, vraiment, avec 20 000 employés, des choses énormes. Une compagnie, tout le monde aurait voulu avoir des actions de cette compagnie-là. Et puis, en réalité, c'était un bidon, parce que c'était une compagnie dans l'énergie, mais il y avait une maison de comptables qui était la plus grande au monde, Anderson, et puis elle truquait vraiment les données, finalement, de cette compagnie. Ça donnait l'impression qu'ils faisaient beaucoup d'argent, mais en réalité, ils n'en faisaient pas. Et la conclusion, ça a sauté. Ça, c'était en 2001. Naturellement, les patrons sont finis en prison, puis Puis ça a donné des nouvelles lois aussi, puis vous savez, je vous dis tout ça, mais vous avez une série de 12 références à ce vidéo. Cliquez là-dessus. Les références que je vous les mets en anglais. Pas pour que vous le lisiez en anglais, mais c'est parce que vous le mettez sur Chrome et vous le traduisez en français. Habituellement, ces sites en anglais sont plus riches d'informations que les sites équivalents dans d'autres langues. Et donc, c'est plus intéressant à lire ceux-là. Ensuite, vous avez eu Madoff. Madoff, regardez, 7 ans plus tard, on a la crise des subprimes aux États-Unis. M. Madoff est un monsieur de grand succès. Il promet, mettons, lui aussi, quelque chose comme 15% de rendement dans un monde dans lequel les rendements étaient vraiment très bas. Et donc, les gens lui donnaient, mais pas les gens comme, je ne sais pas, vous et moi, vraiment les institutions, les grosses institutions, les fonds de pension. Et c'était des centaines de millions que ce monsieur recevait. Et il donnait le 15%. Et donc, c'était un bon à investir, finalement. C'était excellent comme individu. Est-ce qu'il était si bon que ça? Pas du tout. Il n'investissait rien. Et les comptables qui étaient avec lui, ils ne comprenaient rien, ou je ne sais pas, ils étaient payés par... Enfin, c'est difficile à dire. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il faisait? Le dernier montant arrivé, servait pour payer le 15% des précédents. On appelle ça un Ponzi scheme, c'est-à-dire une intrigue à la Ponzi. Mais pourquoi Ponzi? Ben, c'est parce que Ponzi, c'est un immigré italien de 1920. Non, en 1920, c'est lui qui a inventé un peu l'idée de faire du trucage et tout ça. Il avait trouvé, M. Ponzi, quelque chose de brillant. Quand il écrivait à ses parents, mettons en Sicile, il mettait dans l'enveloppe aussi un timbre
qui étaient déjà prépayés finalement. Comme ça, les parents pouvaient lui répondre sans payer un timbre en Italie. L'histoire des timbres entre l'Italie et finalement le coût des timbres entre l'Italie et les États-Unis, finalement, ça fait en sorte qu'il y avait de l'arbitrage à faire et faire de l'argent. Donc, initialement, M. Ponzi, c'était très bien, c'était légal s'il le faisait. Mais les gens lui donnaient tellement d'argent pour faire la même chose tout le monde et avoir des gros gains, que finalement, il s'est mis à promettre lui aussi des gains époustouflants, doubler le capital en 3 mois ou des choses comme ça. Et les gens, très crédules, lui donnaient. Et puis finalement, on a découvert le truc, et puis finalement, le monsieur, il a fait sa prison, mais il s'est enfui à un certain moment. Il est fini, je pense, au Brésil, et il est mort paisiblement, je crois. Mais à part Ponzi, qui était donc en 1920, regardez, je vous en ai mis d'autres là. Vous avez Stavisky. Là, on ne parle pas de M. Stavisky, mais pas beaucoup. Mais Stavisky, 1934, c'est un immigré russe. Et vous savez qu'en 1917, le communisme prend le pouvoir. Enfin, ça devient l'Union soviétique en Russie. Et les aristocrates, ils s'en vont. Et donc, lui, il faisait partie, son père était dentiste. Et puis, finalement, ils sont émigrés en France. Et ça vivait bien, parce que le père dentiste était bon. Mais le fils, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait, vous savez, il volait à son père les prothèses en or que le père faisait pour ses clients et pour vendre l'or. Donc, ça, c'était un mauvais signe pour le père, que l'éducation de l'enfant n'était pas extraordinaire. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Stavisky? C'est qu'à un certain moment, il se retrouve à Bayonne, qui est une ville dans les Pyrénées, en France, et il devient, comment dire, le gérant ou l'administrateur des monts de piété, c'est-à-dire des endroits dans lesquels les gens portent un objet de valeur et ils reçoivent de l'argent. Et quand ils rendent de l'argent, ils reprennent la marchandise qu'ils avaient laissée. Et là-dedans, il a fait, je ne sais pas comment, mais avec la complicité du maire, avec la complicité finalement de tellement de monde, c'est fini dans les ministres et tout ça, que de la France, finalement, il émettait tout le temps des obligations là-dessus. Donc, il est devenu richissime. Et il fréquentait toujours des endroits où il avait affaire avec des gens de valeur, enfin des gens qui étaient importants et tout ça. Et donc, finalement, il était connu par les ministres. Finalement, quand le scandale est sorti, finalement, lui, il s'est enfui, puis on dit qu'il s'est suicidé, mais c'est pas sûr, peut-être on l'a tué, enfin, lisez l'histoire. Et finalement, même le premier ministre de France à l'époque, il s'appelait Camille Chautemps, Chautemps, a dû donner les démissions. Et avec lui, les ministres aussi. Ça a été aussi une révolte à Paris, il y a eu des morts là-dedans et tout ça. C'était donc une grosse affaire, l'histoire de M. Stavisky. Allez la lire dans les références que je vous ai données, puis c'est très, très amusant. En même temps, nous sommes en 1935, nous sommes en Espagne. Et là, il y a le scandale du Straperlo. C'est quoi le Straperlo? Le terme, enfin, vous le lirez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une invention hollandaise qui permet, avec un bouton, de donner un choc électrique à la bille du casino. Et donc, la bille va s'arrêter au numéro que vous voulez. Et l'Espagne adopte ça, et ça fait un scandale immense à un certain moment, à tel point que, finalement, ça crée en quelque sorte la préparation à la révolte en Espagne, à la guerre civile de 1936 avec M. Franco et tout ça. Là, je vais un peu vite dans tout ça, c'est plein de nuances, mais quand même, c'est pour vous dire tout ça. Donc, c'est pour vous dire que, finalement, l'infection, c'est quoi? C'est parce que on a l'impression que je perds le bateau si je ne fais pas comme mon voisin a fait. Donc, je le fais, et puis, naturellement, je le dis à l'autre, mon voisin de droite, là, je lui dis, écoute, là, c'est vraiment très bon, parce que moi, j'ai investi, l'autre a investi aussi. Et finalement, c'est ça, d'un à l'autre, c'est une infection. C'est comme une maladie, en quelque sorte. Et c'est une maladie humaine. Et voilà, espérons que, je ne dis pas qu'on n'en aura plus de ça, parce que c'est dans la nature humaine que ces choses-là arrivent, mais on espère que non. De toute façon, dans le monde boursier, les règlements sont tellement sévères et c'est tellement dur que finalement, il n'y a pas vraiment un scandale qui peut sortir du style comme le FTX et tout ça. Mais peut-être la monnaie, la crypto, n'est pas si négative que ça. Je dois vous dire, c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont pris la crypto et ont fait la révolution avec des bourses et puis tout ça. Mais en réalité, ça se peut qu'à l'intérieur je ne sais pas, de règlements, parce que ça prend des règlements qu'il n'y a pas actuellement, les cryptos peuvent être quelque chose d'intéressant pour l'avenir.
Une fois dit tout ça, ben, à la prochaine.